Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et on parle d'actualité économique, sociale et culturelle. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale via votre revue de presse issue du site www.vudailleurs.com. À l'international, ce n'est malheureusement pas drôle, mais le Japon entretient de délicats rapports avec l'énergie atomique. Plus de 75 ans après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et plus de 10 ans après l'accident nucléaire de Fukushima, le pays du soleil levant a mis à l'arrêt 40 de ses réacteurs nucléaires sur un parc total de 50. Le mix énergétique nippon est donc composé à plus de 98% d'énergie fossile et renouvelable pour seulement 1% d'énergie nucléaire. Or, aussi étrange que cela puisse paraître, le Japon cherche à faire passer la part de son nucléaire à 11%. Et pour ce faire, les autorités ont fait appel au service de Bill Gates, qui préside notamment le groupe TerraPower, une compagnie qui projette de développer des centrales nucléaires à neutrons rapides. Conjointement avec les USA, avec les États-Unis, le Japon va donc explorer les possibilités d'une technologie qui consiste à réutiliser le plutonium du combustible usagé. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour notre actualité en France. Jusqu'où la tension va-t-elle monter entre le Mali et la France ? Lundi 31 janvier, la junte militaire au pouvoir a brutalement annoncé qu'elle expulsait l'ambassadeur de France. Joël Meyer, en poste à Bamako depuis octobre 2018, avait effectivement 72 heures pour quitter le pays. La France a pris note de cette éviction et a rappelé son engagement en faveur de la stabilisation et du développement du Sahel. Pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, cette décision de renvoyer l'ambassadeur de France est une étape supplémentaire dans l'isolement dont la junte fait preuve. Cet épisode marque un nouveau durcissement des relations entre Bamako et Paris, alors que la France compte environ 4000 militaires au Sahel. L'expulsion de l'ambassadeur de France relance donc le débat sur le changement de stratégie militaire au Mali initié ces derniers mois. D'après, toujours Gabriel Attal, la France devrait se positionner d'ici à la mi-février pour trancher sur l'avenir de sa présence militaire au Mali. On marque une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite dans votre JT Vu d'ailleurs. Même si je vous ai promis que nous sortirions du carcan de la finance de marché, d'entreprise, de la macroéconomie, de l'économie, eh bien, il est quand même difficile de passer à côté de cette variable macroéconomique qui donne des sueurs froides actuellement au président des banques centrales mondiales, des gérants, des investisseurs et des consommateurs. Je veux parler de l'inflation. L'inflation, selon l'INSEE, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Actuellement, les causes de l'inflation sont la réouverture rapide de notre économie, l'augmentation des prix de l'énergie et un facteur que les statisticiens appellent effet de base. Et ce phénomène touche tous les secteurs d'activité. Le secteur du luxe, effectivement, n'y échappe pas. Les clients de Hublot, fabricant de montres très haut de gamme et filiale du groupe LVMH, le savent bien. Pour préserver ses marges, en effet, d'une augmentation des cours de l'or, du titane, des diamants, le fabricant a décidé d'augmenter ses prix de vente de 3 à 4% dès le printemps prochain. On surveillera cela de près. On marque une petite pause dans ce JT Vu d'ailleurs et on passe juste après à l'actualité économique et sociale. A tout de suite sur TV Finance. Merci beaucoup de rester fidèle au JT de Vu d'ailleurs. Avant de refermer cette émission, nous allons aborder le thème de l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, je suis avec Madame De Villers, Laurence De Villers, que nous retrouvons en duplex. Bonjour Madame De Villers. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, vous êtes professeure à l'Université Paris-Sorbonne et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Vous êtes également membre du comité national de pilotage de l'éthique du numérique et l'auteur des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité, paru aux éditions Plomb en 2017. C'est bien ça? Oui, j'ai aussi écrit un livre sur les robots émotionnels en 2020.
En 2020. à l'Observatoire. Et c'est aussi à l'Observatoire donc, que je produis ce livre sur Vague IA à l'Élysée. Exactement, et c'est pour ça que vous venez nous voir aujourd'hui pour nous présenter donc cet ouvrage intitulé Vague IA à l'Élysée aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage numérique également accessible partout. C'est un manifeste qui interpelle les citoyens pour qu'ils appellent les candidats à la présidentielle à ouvrir les débats sur 12 questions, car en effet l'intelligence artificielle arrive dans tous les secteurs. Il semble donc nécessaire de construire un écosystème idoine pour en faire un réel levier. Est-ce que je pourrais avoir l'impression que vous cherchez à interpeller donc chacun des candidats malgré tout en leur demandant quelle est leur vision de l'intelligence artificielle, mais surtout au-delà de ça, quelle est la société qu'ils veulent créer autour de l'intelligence artificielle? Est-ce une société de surveillance à la chinoise ou une société par exemple transhumaniste comme aux États-Unis, Madame De Villers? Oui, je cherche effectivement à poser ces questions et surtout à ce que les citoyens posent ces questions au prochain candidat à la présidentielle. Parce que le sujet du numérique et de l'IA est très peu évoqué, comme vous le disiez, dans la sphère publique et par les politiques, et on a l'impression que les citoyens ne sont pas concernés. Or, l'IA est sur leur téléphone, sur leur ordinateur, dans la voiture, lorsqu'ils font des recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que font ces IA? Elles leur recommandent des choses à acheter, elles leur recommandent des amis à avoir, choisissent des publicités pour eux, ont un fort pouvoir de manipulation. Et ce fort pouvoir de masse, de manipulation de masse, c'est un sujet dont on ne parle pas. On parle de sécurité et pas de cybersécurité, par exemple. Ouais, alors effectivement, vous avez raison, mais aujourd'hui, donc, on va basculer sur la campagne présidentielle. Les thèmes de la campagne actuellement, c'est comme vous dites, la cybersécurité, la sécurité, le pouvoir d'achat. L'intelligence artificielle semble ne pas être la préoccupation majeure des Français aujourd'hui, même si, effectivement, on a dans notre smartphone de l'intelligence artificielle. Mais comment finalement changer cette approche, Madame De Villers? Est-ce que ça passe par l'éducation? Est-ce que ça passe par... comment faire, en fait? Comment changer ces mentalités et les mentalités? Je pense que il est important évidemment d'expliquer ce qu'on fait en France, d'expliquer les bonnes histoires qui sont en train de se passer, expliquer que l'Europe est un levier formidable pour qu'on justement on sauvegarde notre démocratie, notre liberté, notre pouvoir d'achat, notre travail, et que nous avons besoin de construire ensemble un numérique responsable, durable, qui prend en compte l'écologie, qui prend en compte la vulnérabilité, la santé bien sûr, mais aussi la vulnérabilité des gens. C'est-à-dire que c'est pas parce que ils sont pas conscients que de façon invisible, il n'y a pas ces outils qui sont sur leur téléphone partout et ils se rendent pas compte à quel point cela a des incidences sur la société. Et je pense que là, il est important d'interpeller les politiques. Que veulent-ils faire? Je n'entends rien. Pourtant, l'éducation, la santé, c'est nous, c'est la société, c'est nos fondements. Ah bah c'est certain, et puis d'autant plus avec le scandale qui secoue les maisons de retraite aujourd'hui. Donc oui, effectivement, la santé est au cœur des préoccupations, mais comment faire finalement? Qu'est-ce que les politiques, les décideurs doivent prendre en compte pour pouvoir mettre en application? Comment comprendre finalement les Français aujourd'hui pour pouvoir mettre en application ce dont vous parlez aujourd'hui? Est-ce que l'approche doit être holistique d'une certaine façon, prendre en compte tout, la culture, les mentalités, tout? Comment faire? Est-ce que c'est pas trop compliqué finalement? Non, je pense qu'il faut comprendre que ces outils informatiques nous apportent énormément. Par exemple, un suivi d'opération. Les suivis d'opérations cardiaques montrent qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes cognitifs après, qui perdent le langage. Eh bien, grâce à l'évaluation qu'on peut faire en sortie de l'hôpital, des risques, on peut mieux surveiller finalement les gens qui sont à haut risque. Dans plein de domaines, on va trouver cela. Pour l'écologie, pour l'éducation, on va pouvoir éduquer mieux les enfants qui ont des difficultés. Donc, il faut prendre conscience que c'est un énorme pouvoir qu'on peut mettre en œuvre pour le bien de la société et construire, ce qui commence à être construit d'ailleurs, des campus sur des sujets comme la cybersécurité, la santé, qui vont à la fois recouvrir des industriels, de la recherche, et aussi il faut demander qu'il y ait des parties qui sont de l'éducation et que en fait, toutes les entités de ce système complexe soient présentes. Et au-dessus, moi, j'appelle à ce qu'on ait un ministère et non pas un secrétariat d'État qui dépend de l'économie, mais un ministère qui soit donc capable de prendre en compte cette complexité et construire cet écosystème d'IA de confiance qu'on est capable de mieux maîtriser, de mieux comprendre. Et c'est essentiel
pour avoir demain une vision sereine et une démocratie. Et je pense que c'est complètement le contraire qu'on entend. Fermons nos frontières, nous avons besoin de l'Europe pour exister, nous sommes tout petits, l'informatique est invisible et partout, à l'international. On crée des réelles compétences en France, il y a un pouvoir, des talents, et je pense qu'il y a une énergie positive à entraîner les gens vers un demain, et je n'entends pas cette énergie. Et du coup, est-ce que vous sous-entendez que la France n'anticipe pas assez finalement la problématique de l'intelligence artificielle? Elle anticipe pas du tout. Pas du tout. Pas du tout dans les discours politiques. Dans les discours politiques, parce qu'il y a quand même ce coworking qui a été fait autour de l'environnement il y a pas, très récemment, qui va ouvrir ses portes en 2022, courant 2022. Donc il y a quand même des projets. Justement le green. C'est le campus cyber va ouvrir donc très bientôt en mars. Et moi j'appelle à ce qu'il y ait aussi un campus sur le green ou si vous voulez l'énergie durable, où on aurait à la fois les bâtiments, la construction, l'écologie représentée aussi par l'agriculture. En agronomie, on utilise beaucoup en fait des outils d'IA très high-tech pour justement préserver en fait le sol, préserver finalement notre environnement, la nature. Et c'est essentiel de comprendre qu'on peut faire du low-tech et avoir moins d'intrants, moins de pollution avec du high-tech. Oui. Et ça, c'est cette complexité qu'il faut arriver à comprendre. Et moi, j'appelle aussi que cette conscience sur les dépenses d'énergie autour de l'IA soit prise en compte. On sait mesurer les impacts beaucoup plus qu'avant, donc on peut anticiper. Effectivement, on parle de durabilité de l'agriculture, mais donc ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, passer du low à la high-tech, ça a un coût. Aujourd'hui, une des problématiques qui intéresse justement les Français, c'est l'inflation, le pouvoir d'achat. Est-ce que le risque serait pas justement de basculer vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous proposez, mais au risque que les coûts explosent, que finalement la tomate vendue chez le primeur, le kilo de tomate soit démesurément trop cher finalement? Donc c'est là, je dis, il faut mesurer les impacts dans leur complexité. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'est évidemment quelque chose qu'il faut sauver en premier pour tout le monde, et imaginer aussi une vie plus sereine après sur ces sujets de discrimination, d'injustice et d'injustice sociale et de grandes différences dans la société. Mais je pense qu'il faut quantifier tout, c'est-à-dire que le numérique permet de faire des économies. Et en même temps dépenses. Donc c'est là où il y a une équation à comprendre. Et c'est pas parce que on va utiliser des outils high-tech dans l'agriculture qu'on va forcément monter le prix de la tomate. Okay. Je pense que là l'équation n'est pas suffisamment sur le tapis, elle est invisible et on pense sans savoir. Et c'est cela que j'encourage, moi, essayer de liser ces 12 questions où j'interpelle sur l'éducation, la santé, l'écologie, le futur du travail. Est-ce qu'on parle des nouveaux métiers? Il y en aura beaucoup. Des nouveaux métiers pour les femmes en numérique aussi. Vous avez dit à un moment qu'il y avait un risque finalement de créer des clivages dans notre société, le clivage entre les personnes éduquées face au numérique et les personnes qui ne le sont pas. Est-ce qu'on va vers ce type de société-là, Madame De Villers? Il faut évidemment demander aux candidats qu'est-ce qu'ils feraient, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je n'entends rien. Et effectivement, mon inquiétude est celle-là. Je ne veux pas des jeux du cirque où la majorité de la population, inconsciemment, bien au chaud, paresseusement devant sa vidéo tout le temps, 18 heures par semaine, se pose aucune question. Parce que là, ce serait vraiment une indécence citoyenne pour moi, une irresponsabilité. Donc il est nécessaire de faire monter en compréhension de ces différents objets qui sont autour de nous, de ce qu'ils font et de comment on peut les utiliser au mieux pour nous sans en devenir dépendants, sans qu'il y ait une addiction pour certains, et qu'effectivement les gens qui sont à la manette, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'enrichissent aussi sur ces systèmes numériques, soient là pour qu'on leur dise attendez, faites pas n'importe quoi. Et cette vision globale, si vous voulez, de cette gestion, ce management, il faut l'avoir sur l'Europe et en France. Et pour l'instant, nous n'avons pas vraiment cette vision holistique des choses qui permet aussi de minimiser cette fracture. Et c'est important que l'éducation demain soit au centre de ces préoccupations au centre du numérique. Une dernière question, Madame De Villers, parce qu'on est pris par le temps, mais vous étiez avec nous il y a quelques semaines sur justement ces problématiques. Alors c'était plutôt axé sur les femmes et le numérique, le manque de femmes dans le secteur de la science globalement. Et au cours de votre interview, vous nous aviez dit que
finalement, l'éducation était essentielle, mais que probablement les enseignants n'étaient pas encore tout à fait formés au monde du numérique. Il ne s'agit pas juste de taper sur une tablette, mais d'expliquer comment il fonctionne, d'expliquer les failles que peut rencontrer cette nouvelle technologie. J'imagine que c'est essentiel finalement, que le premier bloc, c'est l'éducation en fait. Il y a plusieurs blocs qui sont derrière. Il n'y a pas que les enfants en fait à l'école. Il y a effectivement les programmes, il y a les professeurs. Et je pense qu'il faut aussi comprendre que la recherche a un temps d'avance sur beaucoup de choses et qu'il faut trouver une place pour que on amène en fait des nouveaux outils, des nouvelles pratiques et qu'on essaie d'encourager en fait ces professeurs qui vont pas se former comme ça pendant des heures sur le numérique. C'est pas le problème. Il ne faut pas que tout le monde code, hein, bien évidemment, mais pouvoir en parler, conceptualiser cela. Moi, je suis en train de faire des capsules pour justement expliquer qu'est-ce que c'est que la reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance des émotions, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo et comment on manipule le personnage, comment on tient en compte votre profil, des choses qui vont éclairer en fait sur les manipulations sur les réseaux sociaux pour permettre d'avoir plus de distance, un esprit plus critique vis-à-vis de ces objets. Et je pense que là, il y a aussi à convaincre les parents, les mamans par exemple, que pour leurs enfants, pour les filles demain, le numérique c'est pas juste un sujet qui est masculin et un sujet de geek, c'est un sujet de société, de meilleure compréhension de cette complexité qui est autour de nous et de sauvegarde finalement de notre démocratie, d'une meilleure prise en compte des dépenses énergétiques et d'une meilleure prise en compte des modifications du climat, hein, et donc une action sur l'écologie en même temps, une action d'éducation et le grand pouvoir de ces objets numériques, parce que je pense qu'il y en a un, peut nous amener effectivement à une dynamique d'économie plus forte et donc à un pouvoir d'achat plus fort. Super, merci beaucoup Madame de Villers d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez rédigé un manifeste qui est à destination des citoyens et qui doit leur servir à interpeller les candidats à la présidentielle sur les questions de l'intelligence artificielle. Ainsi s'achève ce JT Vu d'ailleurs. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous invite à consulter le site de Vu d'ailleurs, www.vudailleurs.com, également notre site www.tvfmedia.fr. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.